8h30, 9h30, Nicolas Vidal. Bonjour Thomas Montagne, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Merci en tout cas d'être là ce matin. Vous avez vu, on a eu Christophe Brousset, qui était un spécialiste de l'agroalimentaire. Dans ce qu'il a dit, il y a des choses qui vous ont parlé ou pas pour faire le lien entre les deux entretiens? En fait, excusez-moi, mais je viens juste de me connecter sur Bon, le. J'ai pas pu écouter ce qu'il disait. c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, je vous reçois pour vous parler, pour parler vous. Alors, je vous suis sur Twitter, sur X, et vous avez fait plusieurs vidéos extrêmement intéressantes où vous décryptez finalement, vous donnez votre analyse de ce qui s'est passé à la révolte des agriculteurs, mais plus largement de ce qui est en train de tuer les agriculteurs, parce qu'il faut être tout à fait clair là-dessus. Première question, vous êtes vigneron, dans quel secteur vous êtes dans ma montagne? Alors, je suis vigneron dans le sud-est du Luberon, donc tout à fait le sud-est du Vaucluse, à la limite entre Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence et Var. D'accord. Bon, donc on va parler de ça finalement. L'arrivée aux agriculteurs, vous disiez dans une vidéo que ça avait été bien de faire ça, de bloquer un peu, que ça avait été nécessaire. Aujourd'hui, vous, après une semaine de lever des blocages, là-dessus, quelle est votre analyse? C'est mitigé, parce qu'il est évident qu'on a obtenu des choses intéressantes et importantes Mmh. dans les mesures qui ont été annoncées par Attal. Alors évidemment, il y a du conjoncturel court terme. Ouais. Où il a envoyé pas mal de fric sur la table parce que je pense qu'ils ont eu chaud aux fesses. Ouais. Des aides qui sont les bienvenues, c'est vrai, parce que la filière va très mal, que ce soit les éleveurs qui ont reçu 150 millions, la viticulture aussi, on a eu en principe un plan de 150 millions pour de l'arrachage de vignes, Mmh. une aide conjoncturelle de 80 millions en plus. Donc on crache difficilement sur ces aides, mais en même temps, c'est pas ça qui va solutionner à long terme. Par contre, il y a eu deux ou trois autres choses un peu plus intéressantes. Par exemple, ce qu'on appelle les TODE, travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi. Il y avait des exonérations de charges qui étaient systématiquement remises en cause. Ouais. Là, elles ont enfin été pérennisées et améliorées un petit peu, puisque on pourra les appliquer jusqu'à 1,25 SMIC au lieu de 1,2 SMIC auparavant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bénéficier de ces exonérations en payant Ouais. un peu mieux nos salariés. Donc ça, Mmh. c'est bien. Et c'est très important parce que le vrai problème de l'agriculture française, il y a bien sûr le problème du prix de vente, mais il y a aussi Oui. le problème du coût de production. Et donc là, on Ouais. agit sur le coût de production, et ça, c'est important. Mmh. Non, Donc, mais c'est. Ouais. Allez-y. je ne crache pas forcément sur ce qu'a fait M. Attal, même s'il l'a fait trop tard, s'il ne l'a fait pas assez, et s'il Mmh. l'a fait sous la contrainte. Oui, il l'a fait sous la contrainte des blocages, parce qu'effectivement, on a senti que le pouvoir avait quand même eu très très peur des agriculteurs, et on va continuer à en parler, bien entendu, ce matin. Merci d'être là, Thomas Montagne, pour en parler de tout ça. Finalement, vous l'avez dit aussi, vous avez dit que c'était des aides ponctuelles, mais structurellement, est-ce que ça va sauver l'agriculture? Est-ce que ça va sauver nos vignerons dont vous faites partie? Est-ce que ça va sauver nos productions et notre savoir-faire? Parce que moi, j'estime que c'est un patrimoine, une tradition, une culture aussi, d'agriculteur. Non, c'est pas suffisant. Mmh. Mais comment dire, le problème de l'agriculture, c'est le problème de la France en général, c'est-à-dire qu'on est submergé de marge. Alors je vais peut-être choquer certains qui nous écoutent, mais je pense qu'on barbote dans le socialisme depuis plus de 4 décennies, Ouais. et qu'on est totalement infusé. Ouais. Et c'est ça qui ne va plus à tout point de vue. Donc tant qu'on n'aura pas réglé ça, et notamment la suradministration, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas remis à plat totalement la sphère publique, je ne parle pas seulement de l'État, je parle aussi des départements, des régions, des Mmh. municipalités, toute la sphère publique, à tout niveau, je pense, en France, pas seulement agricole, doit être mise à Ouais. plat, et dans l'agriculture particulièrement. Oui, parce que là, on aborde le sujet du très normatif et des contrôles en permanence, parce qu'on a appris des choses absolument dingues sur les contrôles que subissaient les agriculteurs. Enfin, non, mais on a appris. Je trouve que cette crise a été extrêmement intéressante, Thomas Montagne, vous allez me le dire, pour montrer aux Français ce que vous viviez, quoi. Il me semble. Oui, j'ai dû écrire quelque part que, à mon Ouais. sens, cette crise avait été un révélateur important, non seulement pour l'agriculture, mais pour beaucoup de choses, et que Mmh. j'espérais que ça fasse comprendre aux Français on est vraiment dans la merde, et Ouais. il va falloir avoir des décisions fortes à prendre. Mmh. Mmh mh. Et sur le rôle, parce que je sais que vous avez pas mal parlé, enfin, sur vos vidéos. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez Twitter, à aller suivre Thomas Montagne. C'est toujours bien d'avoir ses réactions. Mais moi, j'aime bien ces vidéos un peu faites sur le show et qui disent bien ce qui se passe. Et donc, merci en tout cas, Thomas Montagne, d'être là ce matin avec nous, si tôt. Emmanuel Macron, ça fait quand même 7 ans qu'il est là. Je crois à peu près, si je compte à peu près bien.
J'ai pas l'impression. Enfin, il se réveille maintenant, Emmanuel Macron. Il se réveille en 2024 avec une révolte sans précédent des agriculteurs. Franchement, on peut pas dire qu'il vous a beaucoup aidé, Emmanuel Macron, concrètement, Thomas Montagne. C'est très ambivalent. Moi, Ouais. je considère que Macron est quelqu'un de dangereux et que ça fait trop longtemps qu'il est là. C'est quelqu'un qui Mm. n'aurait jamais dû arriver au poste où il est. Mm. Le en même temps est une folie intellectuelle et Mm. ça Ouais. ne peut mener qu'au désastre. Mm. Après, Macron, il a une attitude assez curieuse avec l'agriculture. Je t'aime, moi non plus. Mm. Il a commencé dès 2017, par aggraver l'agribashing avec son histoire sur le glyphosate. Alors ça, le glyphosate, c'est un point intéressant parce que Ouais. c'est encore choqué du monde parmi ceux qui nous écoutent, mais Mm. le glyphosate, c'est quelque part le patient zéro de l'agribashing. Ça a commencé très bien, c'est dans les années 90, c'était Monsanto, une Mm. grosse firme américaine, des histoires d'OGM derrière, avec, vous vous en souvenez, l'impossibilité de ressemer ces semences pour les paysans qui les utilisaient. Enfin bref, Mm. tout allait bien pour en faire une success story gauchiste. Mm. Et les escrolos s'en sont emparés très C'est rapidement. escrolo, c'est très bien. Je vous reprendrai ce terme, escrolo. Je Oui. pense effectivement, autant l'écologie est quelque chose de passionnant et d'important, autant on arrive avec là des gens qui sont pas dans la vérité ni scientifique, ni humaine, ni spirituelle. Je prendrais par exemple l'exemple de ce qu'on appelait les pisseurs volontaires. Là, c'était il y a 2-3 ans. Là. Ça a été monté en épingle. Des gens ont fait des analyses d'urine et trouvé systématiquement des taux de résidus de glyphosate chez tout le monde. En fait, c'est faux. Mais ça, le Français moyen, il aura entendu beaucoup que c'était affreux, que le glyphosate se retrouvait dans les urines, et très peu que c'était faux. Simplement, ils avaient fait ça avec des tests qui ne fonctionnaient pas. Voilà. Quand ça a été refait par des laboratoires compétents, eh ben, on s'est aperçu qu'il n'y avait que dalle. Donc voilà, là, le glyphosate, qui est un produit en lui-même peu dangereux et dont le risque est encore plus faible, le risque, c'est la multiplication du danger par l'occurrence. On en a fait un démon, tout le monde lui est tombé dessus, et Macron a participé à ça. Donc ça, je pense qu'on peut lui en vouloir beaucoup. Après, il a essayé avec ses lois Egalim, ça a commencé en 2017, et les États généraux de l'alimentation, c'était 2017, je crois. J'ai participé un peu. Ça m'avait paru être une vaste foutaise. Mais bon, on se disait peut-être qu'il y a quelque chose à faire et une idée. On va voir si on peut travailler de ce côté-là. Mais travailler du côté des marges et contraindre du côté de l'aval, pardon, et contraindre le marché, ça fonctionne mal. Il faut d'abord construire la marge à la base, c'est-à-dire sur le coût de production. Après, si on peut vendre mieux, tant mieux. Mais il faut savoir que quand on vend plus cher, le consommateur aussi paye plus cher. Donc on est sur des choses qui sont assez contraintes. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Farm to Fork, mais c'est un des risques avec Farm to Fork. Oui, parce que je voulais parler, vous savez, de la Commission européenne et de la mondialisation et du libre-échange. Forcément, on ne peut pas ne pas en parler concrètement. Donc parlons de Farm to Fork, parce que c'est des termes qu'on apprend. Enfin, pour ceux, les néophytes, moi, enfin, j'aime les dossiers européens, donc c'est quelque chose qui me parle. Mais qu'est-ce que c'est, Thomas Montagne, Farm to Fork pour nos téléspectateurs? De quoi on parle là? Stratégie, donc la stratégie de la ferme à la fourchette, c'est la séquelle, je puis dire, du Green Deal, donc du pacte vert. Donc ça, c'est le grand truc de cette commission européenne d'Ursula von der Leyen, donc depuis 2019. Pour être élue, cette brave dame qui n'avait pas de majorité vraiment précise a vendu son âme certainement, et l'agriculture européenne en prime, et beaucoup d'autres choses. Et moi, je m'intéresse plus à l'agriculture, et donc l'idée, on va dire bonne au départ, c'est d'arriver à réduire de 55% en 2030, par rapport à 1990, les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Après, on pourra discuter de la pertinence de cet objectif, mais admettons que ce soit bon. Et on a fait des déclinaisons après du Green Deal dans chacune des composantes qui étaient concernées. Et dans l'agriculture, ça s'appelle Farm to Fork Strategy, la stratégie de la ferme à la fourchette. Ce n'est pas une stratégie, c'est une tragédie en fait. C'est une stratégie parce que ce truc-là, le premier point, c'était qu'il fallait diviser par 2 d'ici 2030. Hein. Alors, ce n'est pas encore tout à fait en fait, mais bon, 2023, 2024, 2030, 6 ans, pour l'agriculture, c'est epsilon. L'agriculture, c'est une industrie lourde, c'est un système qui est très long à faire bouger. On ne peut pas faire bouger l'agriculture aussi rapidement sur des changements aussi majeurs. Donc, le premier point, c'était diviser par 2
l'usage et les risques des produits phytosanitaires, ce que le grand public appelle les pesticides, mais qui sont, j'aime pas tellement ce terme parce qu'évidemment il est très connoté. C'est comme si on appelait les médicaments que vous prenez, le Doliprane, un pesticide. Pour vous, pareil, en fait, voilà. Ouais. Oui, on hésitera à le prendre. On hésitera à le prendre. Oui, d'accord. Exactement. Ouais. Ça, c'est le premier point, moins 50% là-dessus. Deuxième point, c'était diminution de 20% de l'usage des engrais chimiques et de 50% des pertes. Alors, il y a des bonnes idées là-dedans, parce que c'est vrai que, notamment l'azote, et quand on met trop d'azote dans nos cultures, il y a une partie qui s'évapore et qui crée directement du gaz à effet de serre. Donc, en plus, une autre partie qui peut être perdue, non seulement par évaporation, mais aussi par lessivage et partir dans les nappes phréatiques. Donc, tout n'est pas forcément idiot là-dedans. Le troisième point, c'était de multiplier par 3 la superficie en agriculture biologique. Et là, on tombe typiquement dans l'idéologie. Pourquoi? Alors, on était à alentours de 8,5% de la sol européenne bio. Il fallait passer à 25%. Donc, c'est x3, grosso modo. Mais pourquoi? On n'en sait rien. Parce qu'on avait décidé que bio, c'était bien, avec un grand B des deux côtés. Voilà, c'est là où on voit l'idéologie qui pointe. Après, il y avait un quatrième point qui concernait la diminution des produits antimicrobiens dans l'élevage. Un point supplémentaire sur alors ça, c'était pas clairement dit d'ailleurs. Ça a été dit un peu après 10% de terres en jachère ou éléments non cultivés pour augmenter la biodiversité. On en a beaucoup parlé après coup, et M. Canfin notamment a dit que c'était pas vrai, que c'était faux, que ça n'existait pas, mais oui, ça a bien été mis c'était dans le texte Restore Nature, la restauration de la nature, où il y avait bien cet objectif de 10% qui a été éliminé, Dieu merci, au Parlement européen par la droite, contre l'avis de M. Pascal Canfin. Oui, Pascal Canfin, émérite représentant commissaire politique chez Renew, en tout cas. Une dernière question, parce que le temps file. Merci en tout cas, toi, Montagne, d'être là avec nous dans la matinale. Rapidement, le ravage du libre-échange aussi. On a vu des images d'agriculteurs français ici qui ont vidé des cuves de vin espagnol, et on a vu les mêmes images hier ou avant-hier en Espagne, d'agriculteurs espagnols qui ont vidé les cuves de vin français. Rapidement, là-dessus, le libre-échange aussi, véritablement, il faut en sortir selon vous ou pas? Des traités Mercosur et autres, hein, pas que Mercosur. Hein. Non, moi j'ai tout de suite dit quand j'ai vu les collègues viticulteurs du Languedoc ouvrir les vannes de vin espagnol, c'était de la bêtise. On est tous dans le même merdier. Hein. C'est intéressant de voir d'ailleurs que l'agriculture européenne dans son ensemble est en ébullition, pas seulement la française, et ce qui permet de comprendre que notre problème n'est pas franco-français seulement, il est franco-français, c'est vrai, mais pas que. Et on en revient à ce que je disais dans cette vidéo, c'est que le problème, c'est l'Europe, c'est Farm to Fork Strategy et c'est le Green Deal derrière. C'est ça qu'il faut qu'on voit. Mais après, nous battre contre nos amis espagnols, moi je suis désolé, non, c'est une bêtise. Je ne savais pas qu'ils avaient fait la même chose avec les vins français. On peut dire ils ont pas mal fait, peut-être, puisque ils nous rendent la moitié de notre pièce. Je considère, moi, que le libre-échange est plutôt un apport qu'un problème. Alors, il faut... et le dernier en date, qui a fait couler beaucoup d'encre avec la Nouvelle-Zélande, est plutôt très bien. Moi, je l'aurais voté, je pense. Il a d'ailleurs été voté à une très, très forte majorité au Parlement européen, mais vraiment une très forte majorité, ce qui veut dire que c'était 550 pour, 85 contre, quelque chose comme ça à peu près. Donc, tout le monde l'a voté, quasiment. Je pense que c'est un bon accord parce qu'il prend en compte, justement, pour la première fois, nos desiderata environnementaux et sociaux européens. Donc, on fait rentrer des produits qui vont correspondre à nos normes. Après, il faudra vérifier, parce que le diable est toujours dans les détails, que c'est appliqué. Il faut les vérifier, les clauses miroirs, après, hein. Il faut y aller en Nouvelle-Zélande les vérifier. Envoyer la répression des fraudes. Mais globalement, je pense que le libre-échange, pour moi, n'est pas une mauvaise chose. Alors, j'ai peut-être le prisme, évidemment, un petit peu du vigneron, parce que la viticulture exporte énormément. Et je vais vous dire, par exemple, on parle beaucoup de l'agneau néo-zélandais. En une minute, Thomas Montagne, parce qu'on a déjà dépassé le temps, mais finissez là-dessus, bien sûr, c'est important. L'agneau néo-zélandais, ça sera un problème, mais je vais vous dire, le vrai problème, moi, des bergers que je côtoie ici, et je fais venir des moutons dans mes vignes, donc j'en côtoie de près, c'est le loup. Ça, c'est un vrai problème. Et pour l'instant, on n'a encore rien vu, au contraire. Bon, Madame von der Leyen a subitement compris, il y a quelques mois, parce que
quelqu'un de sa connaissance a eu un problème avec un loup, qu'il y avait un souci, mais il faut agir là-dessus. C'est beaucoup plus intéressant d'agir sur le loup qui est en train de détruire les élevages français que de s'occuper du problème néo-zélandais. Voilà. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez, il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec vous et c'est intéressant. Et on essaiera d'organiser un débat d'ailleurs, si vous acceptez avec quelqu'un, un agriculteur peut-être qui est lui contre le libre-échange, parce que je trouve que c'est intéressant d'ailleurs d'avoir ces voix-là et que vous puissiez vous exprimer là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Thomas Montagne d'être venu ce matin. Merci beaucoup, on vous recevra prochainement. Vous êtes vigneron, vous, dans l'est du Luberon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite une excellente journée, Thomas Montagne. Merci.